Bonjour à tous chers croque-lecteurs, aujourd'hui c'est une émission tout à fait spéciale à laquelle vous aurez droit. En effet, les chroniqueurs vous proposent de découvrir quelques interviews tournées durant le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil en décembre dernier. Pour commencer, Alexia a rencontré Flore Vesco pour son roman Louis Pasteur contre les loups-garous. Puis, Déborah a interviewé Carole Trébor pour Lumière. Alexia a aussi interrogé Sébastien Pelon sur ses illustrations de ce roman. Enfin, vous rencontrerez Serge Rubin pour La Révolution dans la peau. Allez, c'est parti! Bonjour Flore Vesco. Pouvez-vous nous parler de Louis Pasteur contre les loups-garous, votre dernier roman paru chez Didier? Alors, Louis Pasteur contre les loups-garous, comme son nom l'indique, raconte le combat de Louis Pasteur contre les loups-garous. En fait, c'est un peu plus que ça. Louis Pasteur est jeune étudiant, il arrive dans une école pour préparer les concours et il va se passer des choses un peu mystérieuses. Certains soirs, des professeurs vont décéder et donc il va mener l'enquête. Il est aidé pour cela d'une jeune fille qui se trouve dans l'école d'en face parce qu'évidemment à l'époque ce n'est pas mixte, donc elle n'est pas dans le même bâtiment. Et Louis Pasteur va combattre avec les armes de la science, avec son intelligence, tandis que la fille, elle manie l'épée. C'est le début d'une série autour d'une société secrète qui s'appelle la SSS, la Société super secrète des savants en sciences surnaturelles, et qui devrait mettre en scène Marie Curie, Gustave Eiffel, en proie à des menaces surnaturelles. N'aviez-vous pas trop de pression après le succès de votre premier titre, De Cap et de mots, qui a été plusieurs fois récompensé? Alors ça, c'est une très bonne question, et oui, complètement. Je me sentais un peu attendue au tournant. Après, je pense que j'ai fait quelque chose de très différent. Et puis, quoi qu'il arrive, je prends beaucoup de plaisir à écrire. Donc, ouais. J'ai été nerveuse, en fait, à vrai dire, pour être sincère, au moment où il est sorti. Parce qu'il a été écrit dans la période où De Cap et de mots commençait tout juste à sortir. Parce que, tu sais, il y a un écart entre le moment où je termine de rendre mon manuscrit et le moment où il est publié. Donc, tant que je l'ai écrit, ça a été. Après, c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à avoir des messages de gens qui attendaient le prochain, j'ai un peu eu de la nervosité qui est montée. Mais ça s'est bien passé, donc je suis plutôt contente. Comment avez-vous choisi de construire votre roman du genre fantastique autour d'un personnage réel? Alors c'est presque comme une cuisine en fait. Concrètement, j'ai lu des biographies, j'ai fait des recherches. Après derrière, j'ai vraiment fait ma sauce à moi. J'ai repris le processus intellectuel de Pasteur, c'est-à-dire la recherche à partir de la fermentation, de là il va vers la vaccination, etc. Maintenant, dans mon roman, il fait l'intégralité des découvertes de 40 ans de carrière en quelques mois d'école, etc. Donc c'est quand même très éloigné de la réalité. En gros, ça consiste à prendre des morceaux de réalité et à les agencer comme on a envie. C'est plutôt ça que j'ai fait. Vous utilisez un langage scientifique dans votre roman. Avez-vous eu besoin d'effectuer des recherches? Oui, complètement. Alors moi, j'ai un parcours littéraire, j'ai fait des études de lettres longues, mais je ne suis pas du tout scientifique. Donc je me suis renseignée, j'ai utilisé des ouvrages de vulgarisation scientifique, des choses comme ça. Je crains encore qu'il y ait des erreurs. Pour le moment, personne ne m'en a relevé, mais je me dis que peut-être j'ai fait des petites fautes à droite à gauche, j'espère pas. Si ça arrive, je corrigerai aux prochaines réimpressions. Comment avez-vous trouvé l'idée de ces titres de chapitres très originaux? J'ai longtemps cherché. Dans De Cap et de mots, j'avais aussi des titres un peu originaux avec un mot qui existe, qui décrivait le chapitre, mais un mot un peu inusité ou ancien. Je voulais à nouveau jouer sur ça, sur les titres de chapitres. Je ne saurais pas dire comment m'est venue l'idée. J'ai cherché pendant longtemps, puis finalement les compositions chimiques, je trouvais que c'était assez amusant et drôle, et j'en suis plutôt contente. Avez-vous prévu d'écrire une suite à ces aventures, la fin étant très ouverte? Oui, alors en fait je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à cette question en fait au tout début. Ce ne sera pas la suite des aventures de Louis Pasteur. En revanche, je voudrais faire une série, non pas une saga, c'est-à-dire chaque tome pourra se lire dans n'importe quel ordre, autour de scientifiques qui affronteraient des menaces surnaturelles. Le prochain, ça devrait être Gustave Eiffel. Parlez-nous de votre dernier roman paru chez Rajo, Lumière. Alors Lumière, c'est un roman qui est historique et fantastique et qui se passe au XVIIIe siècle. Et c'est un voyage en fait entre Paris, le Paris des Lumières, et la Russie de Catherine II. Et au cours de ce voyage de l'héroïne, qui est à la recherche de ses parents biologiques, elle va se rendre compte qu'elle est héritière aussi de pouvoirs magiques, notamment de pouvoirs avec les dieux anciens de la Russie. Voilà. Donc c'est un roman où se confrontent l'esprit des Lumières, la philosophie des Lumières, le régime de la Russie tsariste, l'orthodoxie et les dieux anciens qui existent. C'est la deuxième fois que vous écrivez des romans se déroulant en Russie. Qu'est-ce qui vous plaît tant en tant qu'auteur dans ce pays? Donc en fait moi je parle russe, j'ai travaillé en Russie pendant 6 mois
J'étais historienne spécialisée de la Russie. Donc mon premier roman qui se passe en Russie, il se passe au XXe siècle pendant une dictature, la dictature de Staline. Et mon deuxième roman, il se passe entre Paris et la Russie à une période que j'aime beaucoup. Parce que c'est une période où il y a beaucoup de liens entre la France et la Russie. C'est une période où il y a vraiment des gros changements. À la fois en Russie, à la fois en France. Donc je trouvais ça intéressant de placer cette histoire à ce moment-là, dans ce XVIIIe siècle russe. Par ailleurs, tous les lieux dont je parle à Saint-Pétersbourg, j'y suis allée parce que j'ai été aussi à Saint-Pétersbourg. Je me suis promenée dans les îles, dans les marécages, je suis allée dans le palais de l'Ermitage. Donc c'est des lieux que je connais aussi. On imagine que la couverture de Sébastien Pellon vous a beaucoup plu. Ah oui, alors j'ai adoré la couverture de Sébastien qui est hyper belle, qui montre à la fois le côté russe avec la petite église. En même temps, il y a le truc très mystérieux avec les flocons de neige autour de l'héroïne. Et en même temps, il y a vraiment l'idée d'un voyage qui apparaît, je trouve. Donc je la trouve très élégante et elle raconte quelque chose du livre. Avez-vous déjà commencé l'écriture d'un nouveau roman ? Alors oui, je suis assez lente à écrire. Moi, j'écris au maximum un roman par an. Donc il me faut du temps. Je mature pendant longtemps. Mes idées me viennent petit à petit. Je les pose sur un carnet. J'écris quelques trucs. Et puis à un moment donné, le livre peut surgir comme une urgence. Mais il y a un très long temps de maturation. Et tu vois, par exemple, pour Lumière, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de parler des dieux anciens. Je trouvais intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses sur la mythologie. Les dieux grecs, les dieux romains, tout le monde les connaît. Mais en fait, le paganisme, c'est-à-dire le fait de croire en plusieurs dieux, c'était dans tous les pays. Et je me disais que parler de ça dans d'autres pays que la mythologie grecque et antique, je trouvais ça intéressant. Donc les dieux anciens russes, tout ce culte-là, j'avais envie d'en parler depuis longtemps. Et finalement, parler des dieux anciens à une période où les gens se questionnent sur la croyance, se questionnent sur Dieu, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, ça m'a apparu comme une évidence. Donc j'ai mis ce lien à Paris, ce lien à la Russie. Et en plus, dans le contexte actuel où il y a tellement de questionnements sur la croyance, sur la tolérance, je trouvais ça important justement de montrer comment peuvent coexister des croyances sans forcément s'opposer. Bonjour Sébastien Pellon. Comment avez-vous réussi à traduire l'atmosphère du roman de Carole Trébor grâce à vos illustrations ? Alors, ce que je voulais traduire après avoir lu le roman, c'était à la fois le côté assez épique et qu'on ressente la Russie au travers des couleurs et le côté assez froid de la couverture, mais que aussi avec quelques petits éléments un peu subtils, c'est-à-dire les petits points qu'on voit sur la couverture, on puisse percevoir qu'il y a un petit peu de fantastique dans le récit. Alors on sent que ses cheveux sont soulevés, on ne sait pas si c'est le vent ou si c'est quelque chose d'un petit peu plus magique, et de jouer un peu sur l'ambiguïté entre la neige et on va dire les pouvoirs de l'esprit ou les pouvoirs magiques. Voilà. La contrainte du noir et blanc n'est-elle pas trop difficile pour un illustrateur ? En fait, c'est sûr que de prime abord, on se dit toujours que c'est plus intéressant et plus riche de pouvoir avoir de la couleur. Donc effectivement, c'est une contrainte. Mais de toutes les contraintes naissent toujours des choses, je trouve, assez positives. On essaye du coup de représenter les choses différemment, de façon peut-être plus synthétique. Et dans le cadre de ce roman-là, peut-être un petit peu moins précise, un peu plus flou, entre guillemets. Et on fait toujours des découvertes et des trouvailles intéressantes de la contrainte. Avez-vous de futurs projets d'illustration ? Oui, je travaille sur plusieurs projets. On travaille souvent sur... on travaille souvent sur des projets qui vont sortir quelques mois plus tard. Donc effectivement, là, je travaille sur un album dont j'ai écrit moi-même l'histoire. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai aussi d'autres projets en petite enfance et d'autres couvertures de romans à faire prochainement. Pouvez-vous nous présenter votre roman « La Révolution dans la peau » aux éditions Talent Haut ? Oui, bonjour. Donc nous sommes en 1789, nous sommes aux Antilles, nous sommes en Guadeloupe. À l'époque, évidemment, il n'y a ni télévision, ni internet, ni téléphone. Donc la nouvelle de la Révolution arrive en Guadeloupe avec 2 mois de retard. Elle est portée par les bateaux. Ces mêmes bateaux qui transportent dans leur cale des esclaves. Ces bateaux qu'on appelle des bateaux négriers et qui sont partis de Nantes ou de Bordeaux, qui sont descendus en Afrique de l'Ouest
pour échanger contre une cargaison d'esclaves, échanger des étoffes, échanger de la verroterie. Et ensuite, ces esclaves, ils les ont emmenés aux Antilles. Et ils repartiront ensuite en Europe, chargés de sucre et de café. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la question de l'esclavage et le combat pour son abolition ? Eh bien, j'avais envie d'écrire sur l'esclavage et l'esclavage en France, puisque là, nous sommes en Guadeloupe, qui est une colonie française. Et il y a une particularité assez intéressante, c'est que cet esclavage en Guadeloupe a été aboli en 1794, aboli pendant 8 ans seulement. Alors ça ne veut pas dire que pendant ces 8 années, la population guadeloupéenne a été libre de quitter par exemple les habitations sucrières où elle travaillait, mais néanmoins les esclaves noirs pendant 8 ans ont été des hommes libres, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus être fouettés et humiliés à volonté, suivant le code noir qui avait lieu auparavant. Mais cette parenthèse dans l'histoire de l'humanité est assez particulière parce qu'elle va se refermer en 1802 parce que Napoléon, pour se concilier les bonnes grâces des Anglais lors du traité d'Amiens, pour récupérer la Martinique que les Anglais occupent, va accepter de rétablir l'esclavage. Et donc il va envoyer le général Richepens qui va rétablir l'esclavage. Ça ne va pas se faire sans casse puisqu'il y aura 10% de la population de l'île de Guadeloupe qui sera massacrée. Mais donc voilà, j'ai voulu écrire sur cette période assez unique, cette parenthèse dans l'histoire d'un peuple à qui on dit pendant 8 ans vous êtes libre et au bout de 8 ans pour qui on sonne la fin de la récréation. Pour ce roman, avez-vous effectué des recherches notamment pour le cadre historique de la Révolution française ? Évidemment, j'ai effectué de nombreuses recherches dans des livres d'histoire, sur des sites internet et aussi sur des livres de témoignages d'esclaves pendant cette période de la colonisation française. Pourquoi avez-vous choisi une femme comme personnage principal ? Qu'est-ce que cela a apporté à votre roman ? Ça, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, mon premier roman, qui est malheureusement épuisé, qui s'appelle « Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile », avait un garçon pour narrateur. Mais comme à la fin du roman, il lui arrive quand même des misères, et on n'est pas sûr qu'il va survivre à ces misères, j'avais fait une suite qui n'a pas été publiée au shérif, et donc du coup, j'avais été obligé de prendre une voix féminine pour faire la suite, puisque le héros n'était plus là. Et ensuite, j'ai trouvé ça rigolo de garder cette voix féminine. Je trouvais ça assez intéressant. Donc j'ai écrit Le mystère de la chambre noire aussi avec cette voix féminine. Et j'ai continué avec La Révolution dans la peau. Comment s'est effectué le soutien d'Amnesty International pour votre livre ? Ça, c'est un travail qu'a surtout fait la maison d'édition, qui a présenté le roman à Amnesty. Et je crois que pour de plus amples renseignements, il faudrait questionner l'éditrice qui est là sur ce point. Mais donc en fait, le roman, je pense, a intéressé Amnesty parce que c'est un plaidoyer évidemment contre l'esclavage d'aujourd'hui comme celui d'hier. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'était de voir la démarche de Lucille, qui au début est une fervente esclavagiste et qui va peu à peu, parce qu'il va y avoir des coups de théâtre dans le roman, qui peu à peu va devenir une fervente abolitionniste. Avez-vous des futurs projets ? Pouvez-vous nous en parler ? Alors les auteurs sont des gens un petit peu superstitieux, surtout quand le projet en question est un véritable chantier. Donc moi j'ai commencé à travailler cet été, mais le travail d'écrivain, c'est pas mon occupation principale. Je suis aussi professeur des écoles, qui est un métier assez prenant. Donc j'ai travaillé d'arrache-pied cet été, mais malheureusement j'en suis à moins de 50% du travail. Je me demande même si parfois j'ai des doutes, je me demande même si je dois le continuer ou repartir sur un autre projet. Donc pour l'instant, je préfère le garder dans mon jardin secret. C'était très intéressant cette émission d'entendre tous ces auteurs parler de leurs livres. J'espère qu'ils vous auront donné envie de découvrir et de lire leurs ouvrages. Toute l'équipe vous souhaite d'agréables vacances et de très belles lectures évidemment. À très bientôt, bye!
In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is you.